Adrien Djou, bonjour. Bonjour Maury, bonjour Roland, bonjour chers téléspectateurs. Bonjour Roland Tonekes. Maury Agua, bonjour. Oumar Adrien Djou, bonjour. Amis téléspectateurs et internautes, bonjour. On va démarrer donc par le dernier quotidien, c'est le Grand Regard. Le Grand Regard donc qui parle de la suite de cette médiation entamée par les deux anciens présidents, Nicéphore Dieudonné Soglo et Thomas Boniaï. Médiation dans la crise entre le Bénin et le Niger. Dans quel état d'esprit Soglo et Yahi préparent la suite? Une mission compromise d'avance. Le journal s'interroge. Laurent Roland Tonekes, la suite de la mission. Moi qui pensais que la mission était terminée, l'on apprend que les deux présidents doivent donc continuer cette mission. La mission ne saurait être terminée, d'autant plus que les frontières ne sont pas, en tout cas la frontière du côté du Niger n'est pas ouverte. Donc la mission n'est pas terminée. Il faut quand même continuer les négociations, les discussions avec les différentes parties, notamment la partie béninoise et la partie nigérienne, pour espérer qu'un jour la frontière du côté du Niger soit ouverte. Nous savons très bien que le Bénin a déjà fait le premier pas. Le chef de l'État du Béninois a quand même battu devant les députés. Il y a la main tendue du Bénin. Mais on constate que du côté du Niger, il y a une certaine fermeté, et donc on ne veut pas ouvrir la frontière. Donc les négociations ne peuvent pas terminer à ce point-là, il faut continuer. Et oui, quand le journal pose la question de savoir, en tout cas, quand on se réfère à la question posée par le journal aujourd'hui, on est en droit de se poser des questions également pour dire est-ce qu'en véritablement il y a matière à espérer grand-chose des discussions si ça devait continuer, d'autant plus que parmi les anciens chefs d'État dont on parle, le dernier, en tout cas le plus ancien, est sorti tout récemment et a eu une certaine position assez franche, assez tranchée par rapport au régime de Patrice Talon. Et donc, du moment où il a pris la parole publiquement pour désavouer ou dénoncer un certain nombre de choses, je crois qu'il se fait que dans cette situation, n'importe quel président ou n'importe quel citoyen peut émettre des réserves pour dire est-ce que véritablement on peut continuer à compter sur lui? Est-ce que véritablement dans la négociation, dans la démarche, est-ce qu'on peut faire foi à ce qu'il pourra dire du côté du Niger pour que la situation soit décantée? Ou alors leur présence contribuera à envenimer la situation et à durcir la position du Niger. Et donc ça, et quand on sait, en tout cas aussi Boniaï également, c'est un ancien chef d'État, et nous sommes la veille d'une élection, des élections générales. Et dans ce contexte où on voit que tout le monde, il y a la perte de confiance, il y a une atmosphère de méfiance qu'on observe de la part du côté des acteurs politiques de tout bord confondu, que ce soit la mouvance développe une méfiance par rapport aux partis de l'opposition, les opposants également dans la même situation. Et il se fait que les deux partis, les deux présidents, les anciens chefs d'État qui doivent aller vers le Niger pour discuter et pour faciliter la tâche, il se fait que c'est des gens qui sont beaucoup plus tranchés du côté de l'opposition et on connaît leur position. Donc on peut se poser la question de savoir si véritablement il y a matière à beaucoup espérer de la suite de cette négociation, ou alors faut-il se passer de cette négociation-là et faire les choses autrement. Donc je pense que le journal n'a pas totalement tort de poser la question. J'ai une question pour vous à entendre votre développement. Est-ce que l'on pourrait comprendre que ces personnes-là qui ont entamé ces négociations quelques mois après ne sont plus peut-être les personnes les plus recommandées à continuer ces négociations? Je ne dirais pas forcément ça. Vous savez, au moment où le président, les anciens chefs d'État, Nicéphore Dieudonné Soglo, Boniaï était allé du côté du Niger, il y avait une sorte d'accalmie un peu par rapport à leur dénonciation, par rapport à leur position face au régime de Patrice Talon. On ne les voyait pas sortir avoir des positions aussi tranchées. Et d'ailleurs, après ça, vous allez voir qu'après, même ça, le président Nicéphore Dieudonné Soglo était allé apprécier ce que Patrice Talon a fait et tout ça là. Mais là maintenant, on voit, et tout ce qu'il a eu à dire sur RFI, quand vous écoutez tout ça, aujourd'hui, il y a nécessité d'émettre des réserves. En réalité, je ne dis pas qu'ils ne sont plus des personnes recommandées, seulement que le pouvoir en place serait en droit de ne pas trop faire foi à leur position pour dire est-ce que véritablement ils vont là-bas pour faciliter la tâche ou bien ils vont là-bas pour compliquer les choses pour nous. Et c'est en cela que je dis oui, il y a une sorte de méfiance en réalité par rapport à leur position aujourd'hui, assez tranchée notamment
parce qu'ils ne se sont pas cachés, notamment en ICFA, il ne s'est pas du tout caché, assez tranché. Et quand on sait ce que les démocrates dénonçaient c'était autant, et qu'il se fait que c'est malheureusement les deux là qui doivent aller parler au nom du Bénin, et notamment parce que si cette situation est décantée, c'est quand même le premier bénéficiaire, ce n'est pas eux en réalité, c'est le pouvoir en place qui est bénéficiaire parce que les activités vont reprendre et ça participera à l'essor de l'économie du Bénin. En réalité, la croissance économique dont on parle et ça va participer à la reprise des activités de façon générale au port autonome de Cotonou et donc ça va permettre au gouvernement en place d'avoir une sorte de mobilisation de ressources assez conséquente. Donc, au-delà de tout. Et c'est pour ça que je dis, il y a certainement une méfiance que les autres peuvent avoir par rapport à ça pour dire, bon, voilà que tout récemment, l'autre est sorti et s'il a dit ça, est-ce que véritablement, s'il va là-bas, il va nous faciliter la tâche? Et donc, c'est en cela que je dis, le journal n'a pas tort de demander une mission compromise d'avance, je ne pense pas. Ouba, allez, un jour, vous avez suivi le développement de Louan Roland Toninquez, vous avez suivi ma question. Et si ces deux présidents faisaient la part des choses, c'est d'abord la nation et après les problèmes internes de la nation à régler. Et si un ancien président fait une sortie et demande qu'on libère les prisonniers politiques et tout ça, par rapport à la crise entre le Bénin et le Niger, si les médiateurs, est-ce que ce n'est pas des gens qui ont la tête sur les épaules capables de faire donc le distinguo entre ce qu'ils disent, ce qu'ils réclament et l'intérêt national qu'est la crise entre la fin à mettre à cette crise entre le Bénin et le Niger. Oui, je suis complètement d'accord avec votre manière de poser la question parce que c'est deux personnes qui sont, qui sont des hommes d'État, c'est des anciens chefs d'État. Ils savent faire la part des choses, ils savent se mettre au-dessus de la mêlée pour savoir que, attention, ici, il s'agit avant tout des peuples. Je ne dis pas du peuple béninois ou du peuple nigérien, mais je vous dis des peuples. Donc, des deux peuples, on veut dire, je veux dire, de part et d'autre de la frontière. Donc, ils vont en mission pour les peuples, ils ne vont pas pour les individus, ils ne vont pas pour donc les dirigeants qui sont à la tête de ces deux États-là aujourd'hui. Ils vont pour régler une situation qui compromet aujourd'hui la libre circulation des biens et des personnes à travers donc les deux frontières. L'objectif, l'état d'esprit justement par rapport à la question donc du journaliste, l'état d'esprit dans lequel doivent se mettre ces deux chefs d'État, c'est un état d'esprit qui consiste à voir en tout premier l'intérêt donc des peuples, remettre les relations entre les populations de part et d'autre des deux frontières et comme cela était par le passé, permettre donc le commerce, les échanges commerciaux, même les simples traversées pour aller voir les familles de part et d'autre des frontières sans grande difficulté. Je pense que c'est ça d'abord la première des choses. Et puis l'amitié entre les deux pays, c'est une amitié qui est séculaire. Vous voyez les peuples qu'il y a au nord du Bénin et les peuples qu'il y a donc de l'autre côté de la frontière, c'est pratiquement les mêmes langues. Quand vous partez aujourd'hui à Malanville, on vous parle du Djerma, on vous parle du Haoussa, vous partez de l'autre côté également, on vous parlera du Djerma, du Haoussa. Donc c'est les mêmes familles, les mêmes. Donc le Bariba également. Voilà le Bariba. Donc je pense que ces peuples-là, voilà, je pense que c'est l'intérêt des peuples-là. Voilà l'état d'esprit dans lequel doivent se mettre donc les deux présidents. Et moi je pense que malgré qu'il soit des critiques très acerbes, on va dire, de l'actuel régime au Bénin, ils savent que ils sont des hommes d'État. C'est pas des personnes qui iront exposer leurs différends avec le régime au niveau donc de Niamey. Je ne pense pas que ce soit ça leur objectif. Quels que soient les différends qui existent sur le plan politique, quels que soient les reproches qu'ils ont à faire à l'actuel régime dans sa gestion, quelles que soient les critiques, ils sauront à chaque fois se mettre au-dessus de la mêlée et être véritablement des hommes d'État. Parce que c'est sur ce terrain-là que nous les attendons. Eux, on n'attend pas d'eux qu'ils viennent encore faire quoi que ce soit en ce qui compte. Voilà. On ne leur demande pas d'aller s'asseoir derrière des ordinateurs pour travailler, pour parler d'économie. Non, ils sont là justement pour critiquer, finir de critiquer. Maintenant, quand il y a des soucis, quand il y a des problèmes, agir comme de bons anciens qui viennent, qui donnent des consignes, qui donnent des conseils, qui expliquent, qui essaient de faire justement la médiation. Et je pense qu'ils sont dans leur rôle et ils le feront très bien à mon humble
la vie. Ils ont d'ailleurs bien commencé. Si vous voyez un peu, il n'y a plus l'escalade comment on appelle, des propos acerbes de part et d'autre de la frontière entre les deux régimes, mais aujourd'hui, c'est plutôt apaisé. Je pense que leur démarche au départ aussi a joué dans ce sens-là. On se rappelle encore de cette image-là du président Bouni Yahi qui est pratiquement se mettre s'accroupit devant donc comment on appelle, le président Abdourahmane Tiani. Ça a été une belle image. On sent l'envie de vouloir donc résoudre ce problème-là entre le Bénin et le Niger. Laurent, cette crise persiste. Est-ce que nous aurons le bout du tunnel? Alors, je voudrais quand même revenir sur un point d'avant de répondre à votre question. C'est pour dire quoi? Quand je prenais la parole, je ne disais pas que Soglo et Yahi iraient compliquer la situation. Il dit qu'il y aura un sentiment de méfiance qui sera développé du côté du pouvoir en place. Parce que souvenez-vous très bien que la première fois, quand on a annoncé Soglo et Yahi au Niger pour régler la situation, les gens ne croyaient pas du tout en leur médiation. Et c'était allé dans tous les sens où les gens disaient qu'est-ce qu'ils veulent aller faire, eux qui crient tout le temps Patrice Talon. Souvenez-vous bien très bien de cette situation qui a prévalu. Et donc aujourd'hui, quand ils ont fait ça, à un moment donné, quand ils sont revenus, tout le monde a dit ah, attention, ils ont bien fait. Et d'ailleurs, vous avez rappelé cette image que nous avons vue. Ça veut dire qu'à un moment donné, ils ont rassuré. Et les gens ont mis une confiance en eux. Et puis, j'ai rappelé quand même qu'après, il y a une sorte d'accalmie. On a vu Soglo à la GDIZ apprécier ce que fait Patrice Talon. Tout le monde a encensé, a dit c'est bien, c'est bien. Mais il y a juste quelques jours, il est monté au créneau en dénonçant des choses. Ce qui fait que le premier sentiment que les gens avaient au départ, quand on les avait annoncés à Niamey, ce sentiment peut revenir. Il peut y avoir cette méfiance-là. Et c'est pourquoi il dit que le journal fait bien de poser la question et alors il leur revient, les deux là maintenant, de comprendre que par rapport à la méfiance du pouvoir en place, ils n'ont pas droit à l'erreur. Et vous m'obligez à vous poser alors la question que j'ai posée à Ouma. Est-ce que ce n'est pas possible que ces gens-là fassent une différence entre l'intérêt national et le non, vous savez, ce qu'ils réclament? Nous sommes tous des humains, Mori Yagoua. Dans l'un ou l'autre des cas, dans une certaine mesure, des humains dont on parle, c'est des gens qui appartiennent à un courant, l'opposition, qui aspirent à avoir le pouvoir aussi. À un moment donné, qu'on ne le veuille pas, même aux États-Unis, même en France, la réussite de celui qui est là pour suivre la continuité n'est pas notre affaire ou n'est pas votre affaire. Donc, dans une certaine mesure, ils vont vous dire, écoutez, s'il échoue, écoutez, c'est pas eux, mais vous et moi sur ce plateau. Non, moi je comprends parfaitement donc vous et moi sur ce plateau, c'est qu'à un moment donné, si l'autre doit chuter, c'est vrai que c'est pas bon, à proprement parler, éthiquement parlant. Mais au fond, quel intérêt, j'ai dit tout à l'heure, quand ils le font, c'est vrai que c'est la nation. Mais qui représente la nation aujourd'hui? C'est Patrice Talon et son pouvoir. Donc, de ce point de vue, il peut arriver que parfois, êtres humains que nous sommes, nous tentions de pencher vers l'autre côté parce que ça nous arrange. Mais il leur revient maintenant de se mettre au-dessus de la mêlée. Pour comprendre qu'au-delà de tout, si Patrice Talon part, le Bénin restera. Et si le Bénin chute, le Bénin trébuche, le Bénin est voué à l'échec, de quel Bénin ils aspirent en tout cas à prendre le contrôle avec leur lieutenant. Donc il leur revient de travailler à faire en sorte que ce qui se passe aujourd'hui là, ce n'est pas Patrice Talon qu'on doit voir, mais 13 millions de Béninois. Et c'est même eux-mêmes y compris parce qu'autour d'eux également, il y a des transporteurs, des opérateurs économiques qui ont tellement de problèmes. Ils ont tout intérêt à travailler à ce que nous puissions avoir, comment vous appelez, une sortie de crise. Et donc, c'est pour ça que je dis, oui, il y aura la méfiance et il leur revient maintenant de tenir compte de cet état de choses pour bien faire les choses, pour que nous puissions avoir un résultat. Et pour revenir à votre question, oui, est-ce que le bout de tunnel est possible? C'est possible. C'est bien possible. Bon, je ne trahis aucun secret en disant que quand même le Premier ministre nigérien, quand même un ami très proche de Bouni Yahi. Donc, c'est des gens qui se connaissent très bien, qui ont travaillé par le passé à divers postes au plan international. Ils se connaissent très bien. Donc, le discours pour calmer les uns les autres, ça ne doit pas manquer. Et puis, ce que Niamey reproche au Bénin depuis des années, on connaît. On connaît. L'essentiel, c'est d'avoir des réponses adéquates aux préoccupations de la partie nigérienne. Si on arrive à convaincre les Nigériens pour dire non,
Écoutez, vous dites qu'on veut envahir votre pays. Non, écoutez, nous, là, nous vous donnons notre parole. Si quelque chose arrivait, prenez-vous en tout cas, vous pouvez nous prendre comme, en réalité, ceux qui vont induire en erreur. Et donc, c'est une parole, c'est des éléments de langage en réalité. Je parlerai d'éléments de langage qui pourraient rassurer davantage la partie nigérienne et en même temps l'implication personnelle du chef de l'État béninois. C'est vrai qu'il a montré à plusieurs reprises que, oui, à son niveau, le problème ne se pose pas, il y a la main tendue, tout ça là, il y a les démonstrations des forces du chef d'état-major de l'armée du Bénin, il y a quand même les réactions du porte-parole du gouvernement, il y a les réactions des ministres. Donc, l'un dans l'autre, quand on prend tout ça, ça doit davantage contribuer. C'est pour ça que je dis, toutes les fois qu'il y a des sorties où les gens doivent parler, nous devons savoir quel mot utiliser. Il revient, mais ça compte par nous aussi, journalistes. Parce que n'oubliez pas que toutes les émissions que nous avons réalisées sur le Niger... Il y a eu des réactions du côté du Niger. Mais il y avait eu même une forte audience. Oui, 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 oui. Une forte audience. Oui. Non, c'est un qui préoccupe évidemment. Donc, il y a une forte audience. Ça veut dire que quoi? Du côté du Niger, au départ, quand il y a un problème automatiquement, vous allez voir qu'automatiquement, même la télévision nationale prend ça et relaie. Parce que c'est devenu maintenant même une guerre de communication. C'est réel, c'est réel. Donc, il nous revient aussi, nous journalistes, de savoir les mots utilisés. Vous savez que les Nigériens ne veulent plus entendre parler de junte au pouvoir. Quand vous le dites, ça les énerve sérieusement. Oui, mais c'est une jeune. Oui, mais quand vous le dites, vous dites le journaliste doit dire ce qui est la vérité. De toute façon. Aujourd'hui, ils ne veulent plus entendre qu'on leur parle de poutisme. Parce que pour eux, ça veut dire régler un problème. Donc ça veut dire que les éléments de langage aussi en termes de communication de journalisme, nous devons faire attention. Parce que si nous ne savons pas utiliser les mots, il se fait que, dans une certaine mesure, nous compliquons aussi la tâche pour notre pays. Parce que le chef d'État a la volonté, mais à force de prendre la parole et d'envoyer chaque fois des pics au Niger, les Nigériens vont dire, écoutez, le président parle là-bas, mais c'est pas... Est-ce que c'est pas eux encore qui disent aux journalistes, je dis ça? De dire poutiste. Non, pas poutiste, pas poutiste. Non, je ne parle même pas de ça. Vous savez, il y a des propos je comprends. C'est-à-dire, ils peuvent dire, vous savez très bien comment ça se passe parfois aussi dans certaines situations où on montre qu'à la face du monde qu'on est... Non, je suis complètement d'accord. Mais derrière, on sait très bien comment on fonctionne. On manipule d'autres personnes pour cela dire autre suppose chose. que quoi aujourd'hui, je pense qu'à tous les niveaux, nous devons faire très attention, faire en sorte que le discours que nous tenons soit un discours de paix, retour au calme, retour à la situation normale entre les deux pays. Mais je dis toujours, je finis en disant, les deux anciens chefs d'État, compte tenu de la méfiance que les autres auront vis-à-vis d'eux, il leur revient de faire l'effort de nous aider à trouver le bout du tunnel. Et je vous assure que s'ils travaillent à cela, vous allez voir que ça va les grandir en réalité. Et ça va leur donner une autre coach en réalité. Et donc, il leur revient de se mettre vraiment au-dessus de la mêlée. Oui, je reviens d'abord sur la méfiance dont parlait, comment on appelle, Roland. Ouais. C'est complètement justifié. C'est une très très belle analyse parce que en réalité, même dans le camp peut-être de la mouvance présidentielle au Bénin aujourd'hui, il y a certains qui vont se dire mais qu'est-ce que ces gens-là vont chercher là-bas? Ils sont même enclins à vouloir les critiquer avec les mots les plus durs. Mais en réalité, ça revient maintenant au président Soglo et aux anciens présidents Soglo et Yahi de mettre désormais leur manteau d'hommes d'État. Ce ne sont plus désormais des hommes qui ont une couleur politique au Bénin, mais c'est des anciens chefs d'État qui sont épris de paix, de cohésion sociale entre donc les peuples de part et d'autre de la frontière. Maintenant, je comprends aussi le fait que nous devons savoir raison garder en tant que journaliste également, parce que les propos que nous tenons, ça peut être des propos à la fin qui vont devenir finalement incendiaires, qui vont exacerber peut-être la situation. C'est possible. Mais quand il y a des thèmes, moi je ne sais pas, j'ai dit poutiste ce matin. Non, je ne dis pas qu'il faut tuer ça. Moi-même je l'utilise parfois. Oui, je sais. Écoutez, au Bénin, le journaliste est encore libre et de penser ce qu'il veut. Oui. Voilà, donc moi je pense que de ce côté-là, on n'a pas grand-chose à se reprocher. Et puis, l'affaire est très suivie. Moi, je vais quelque part sur les réseaux sociaux et je vois mes propos sur le Niger qui tournent partout dans le monde, Côte d'Ivoire, partout, des gens qui me font des retours d'un peu partout. Je suis surpris également. Donc, je suis complètement d'avis avec vous que les gens suivent quand il s'agit du Niger et du Bénin, mais cela n'empêche qu'on doit dire ce que nous pensons. Et moi, je pense que c'est à quoi que quand on fait un film d'émission, il y a quelqu'un qui leur fait le point. Voilà, qui leur fait le point. Non, en réalité. Qui leur fait le point et qui découpe peut-être même
non, mais même pas d'écouter, de nos propos. Parce qu'on ne met met pas le sujet dans le titre souvent de l'analyse. Mais il se fait que, apparemment, si quelqu'un leur dit, bah, écoutez, ils n'ont pas de vous encore. Hein. Et ils partagent entre eux. Oui, mais tous les États ont des renseignements. Si nous suivons, alors c'est l'occasion peut-être pour vous d'envoyer un message voilà, au président du Niger. Voilà, mon message. Si nous suivons, parce que ça a trop duré. Ça a trop duré. Non, ne serait-ce que pour les peuples. Et ne l'oubliez pas, le président du Niger a dit que même si on ouvre les frontières, il va falloir encore nettoyer cette zone qui est restée non fréquentée jusqu'à maintenant, ce qui aurait permis déjà aux terroristes d'avancer et d'occuper les lieux. Ça veut dire que même il ne suffira pas d'ouvrir les frontières pour que les véhicules prennent le chemin et traversent Gaïa et autres et continuent. Il va falloir encore sécuriser toutes ces zones. Voilà, je suis complètement d'accord avec vous. Il faut sécuriser toute cette zone-là qui a eu le temps d'être, on va dire, d'être gangrénée par, je ne sais pas moi, le djihadisme et tout. Voilà, donc c'est le moment de nettoyer tout. Et que les pays puissent s'entendre pour mener une guerre commune contre donc, le mal qu'est le djihadisme aujourd'hui dans la sous-région. Je pense que c'est ça aussi l'intérêt. Je pense que c'est ça l'intérêt. Et les deux présidents, comme l'a dit Roland, ont également les armes pour le faire aujourd'hui. Le président Bouni Yahi n'est pas n'importe qui, ça on doit pouvoir le dire. C'est l'ancien président de la BOAD. Enfin, qu'est-ce que vous voulez d'autre encore? Il a toutes les mains dans tous ces pays-là. Il a les bras longs, comme on dit chez nous. Il connaît presque tous les dirigeants de ces pays-là, anciens comme nouveaux. Il a travaillé avec tout ce monde-là. Et ils ne sont pas obligés d'aller faire cette médiation. S'ils ne le veulent pas, ils vont refuser. Ils vont dire, notre cœur ne nous dit plus de continuer. Nul ne doit se méfier en réalité de ces deux personnalités-là. C'est des hommes d'État qui savent vraiment faire la part des choses. C'est des hommes qui savent se mettre au-dessus de la mêlée. Ils l'ont démontré à plusieurs reprises. Donc c'est le moment de leur faire confiance, de les accompagner avec les zones les plus positives possibles pour qu'à la fin, nous puissions donc retrouver tout le calme qu'il nous faut dans la région, non seulement la libre circulation des biens des personnes, mais également que le terrorisme soit un passé bien lointain dans notre région. Et ça passe par l'entente aussi entre les peuples. Absolument. Ça passe absolument, parce que l'ennemi commun, que nous avons, c'est le Bénin, s'il ne s'entend pas avec, par exemple, le Niger, comment est-ce que le Bénin poursuit ces hors-la-loi là, au-delà, par exemple, de ses frontières et rentrer, par exemple, sur le territoire nigérien et ce qu'on écrit que violation donc de domicile ou même moi, je ne sais pas moi, de territoire. C'est la même chose également. C'est la même chose également du côté du Niger. Donc la zone est tout simplement libre pour ces personnes-là aujourd'hui. La gangrène djihadiste s'étend et puis on est là, on est en train de se chamailler sur des petites choses. Moi, je pense que c'est le moment de s'entendre. Moi, mon message, c'est cela. Écoutez les peuples, écoutez donc, comment on appelle, les besoins, entendez, pardon, les besoins des populations sur le plan, donc, du social, sécuritaire, libre circulation des biens des personnes. Il faut pouvoir l'entendre et rien que pour ça, écouter ces deux médiateurs-là qui viennent aujourd'hui. Et il y a des anciens présidents également au Niger qui peuvent intervenir. Je veux que tout ce monde-là mette vraiment la main à la pâte pour qu'on puisse finalement arriver au bout du tunnel, comme vous dites. Très bien. Alors, pour finir, je dirais que cette crise qu'on voit aujourd'hui entre le Niger, ce n'est pas que sur le plan économique. Vous avez bien fait de le rappeler. Le djihadisme, il y a une zone appelée zone des trois frontières aujourd'hui. Et dès lors que les djihadistes sont repoussés au Bénin, en réalité, la non-communication entre le Bénin et le Niger ne facilite pas la tâche pour mettre en état de nuire ces personnes. Et c'est pareil du côté du Burkina Faso. Donc je pense que véritablement, on a le devoir de travailler à ce que les pays s'entendent, que le Bénin soit davantage, en tout cas rassure davantage le Burkina Faso, et que le Burkina Faso davantage fasse confiance au Bénin, et que le Niger soit davantage rassuré par le Bénin, et que le Niger aussi comprenne que, bon, au-delà de tout, on ne va pas se combattre inutilement, il va falloir s'entendre dans une certaine mesure. Et là, ça va permettre, avec l'effort conjugué des forces armées des trois pays, de mettre en état de nuire ces djihadistes. Parce que quand vous voyez que les gens viennent attaquer dans la Pendjari et replient vers le Burkina Faso ou le Niger, dans certaines zones, où en réalité, s'il y avait une communication entre les deux, on pouvait appeler la partie nigérienne pour dire « nous venons de repousser des djihadistes, il faut les attaquer, ils ont pris telle direction », je crois que ça va faciliter la tâche. Absolument. Mais cette situation de crise n'arrange pas du tout les choses. N'arrange pas du tout. Et maintenant, la reprise des activités, il faut dire, moi je l'ai toujours rappelé, des transporteurs ont été obligés de vendre leurs camions, se retrouver au chômage parce qu'il n'y a rien. Des opérateurs économiques ont dû mettre la clé sous le paillasson pour le moment. Il y a beaucoup d'activités qui sont ralenties. Les gens sont, aujourd'hui on dit que les gens passent par Segbana, d'accord, mais le trajet est long. Et parfois quand les gens quittent les véhicules d'occasion pour aller au Niger, passent par Segbana pour rentrer dans le Nigeria d'abord, avant de ressortir pour aller vers le Niger. C'est quand même pas
bizarre. Alors qu'en réalité, il y a quelques juste kilomètres qui se séparent, on peut aller là, directement rentrer dans le Niger. Donc, il y a un certain nombre de choses à régler. Il va falloir que le chef de l'État a montré sa bonne foi, sa main tendue, mais je voudrais que le chef de l'État aussi, davantage, continue à attendre, qu'il ne soit pas fatigué d'étendre la main, que la main ne le fatigue pas au point où il baisse la main, non. Et que la Tiani, comme vous l'avez dit, de passer un message à Tiani, on va du général Tiani, de comprendre, considérer la douleur de ses concitoyens qui sont au niveau de la frontière. Ces opérateurs, commissaires, transporteurs qui ont des difficultés maintenant, qui sont obligés de passer par ces banans, ça rend le trafic assez long. Et parfois aussi, il y a la question d'insécurité par rapport aux marchandises. Il y a ça. Et de se rendre compte aussi que, après tout, c'est les Nigériens qui comptent. Ce n'est pas lui. C'est le Niger qui compte après tout. Donc, il doit faire l'effort de dire, OK, à un moment donné, voilà. Je crois que le Burkina Faso, ou je ne sais pas, ce pays qui a installé un scanner à sa frontière. Pourquoi ne pas installer aussi si vous pensez qu'on doit envoyer des conteneurs pour vous envahir, mais installez aussi un scanner à votre frontière et travaillez à cela, à sécuriser. Et mettez un système de contrôle assez efficace. Mais l'essentiel, c'est de faciliter les échanges commerciaux et la libre circulation des personnes et des biens. C'est vrai que l'AES, en tout cas le Niger, le Burkina Faso et le Mali ne sont plus dans la CEDEAO. Donc, en réalité, c'est des tests différents qui nous régissent désormais. Mais au-delà de tout, nous sommes toujours dans la même sous-région. Nous sommes toujours des frères. Et nous sommes des frères. On respire. Nous sommes tous, oui, voilà. Donc, nous sommes tous frères et sœurs. Il va falloir travailler à cela et que les parties davantage se rassurent pour que nous puissions sortir définitivement de la crise. Les gens disent que non, il faut attendre 2026 avant que les frontières soient ouvertes. Moi, je voudrais aimer, et je veux bien, et c'est mon souhait. Je voudrais même que le président Bouniaïen travaille à cela, faire en sorte que les frontières soient véritablement ouvertes avant 2026. C'est notre souhait sur ce plateau et on espère que vraiment au Niger, cela préoccupe également. Et que d'ici à là, on pourra donc se frotter les mains et dire « Ouf, les frontières sont ouvertes, la paix est revenue entre nos présidents. Pourquoi pas recevoir à Cotonou le président Tiani, voilà, ou le président Talon du côté de Niamey. Et cela va également participer à la paix entre nos peuples. Mais on va garder le président Soglo et plutôt faire appel au président Ngoumbédi à la une du quotidien Info Matin que Rebecca va nous afficher. L'on parle des échos sans réponse, les appels de Ngoumbédi et Soglo, des échos sans réponse, une interrogation à la une, décrispation politique au Bénin. Est-ce que c'est déjà trop tard que de ne pas donner de réponse? Je dirais que c'est trop tôt. C'est trop tôt C'est trop tôt que d'espérer une réponse. 2026 c'est encore un peu loin. Mais un peu loin. Un peu loin. Et puis, non, c'est un peu loin. Un peu loin. Même si c'est à côté. Attendons encore quelques mois. Attendons quelques mois. Non, je pense que véritablement, Pépé Adrien Ngoumbédi a parlé, Pépé Soglo a parlé, ça ne fait pas encore une semaine. Donc, Pépé Ngoumbédi a encore parlé. Pépé Ngoumbédi a reparlé encore. Non, ça fait quelques jours. Oui, ça fait quelques jours, j'ai dit. Et maintenant, Pépé Soglo a parlé, ça ne fait pas encore une semaine. Le chef de l'État n'est pas encore une machine pour... Vous voulez dire qu'ils risquent de parler encore avant 2026? Donnons le temps. Non, mais Roland, c'est peut-être qu'ils seront obligés de parler encore. Non, oui, non, pas ça. Moi, je pense qu'il faut donner un temps de réflexion au chef de l'État, Patrice Talon. Il faut lui donner un temps de réflexion. Parce que tout ce qu'on lui demande là, et tout ce qu'on lui reproche là, quand même, il va prendre du recul et se remettre en cause. Qu'est-ce que ces pépés-là veulent? Qu'est-ce qu'ils veulent? Je ne sais pas ce qu'ils veulent. Vous voulez nous rappeler ce qu'ils veulent? Non. Je ne veux pas dire ce qu'ils veulent. Moi, je ne suis pas dans leur pensée. Vous savez. Ils ont dénoncé certaines choses. Qu'on le veuille ou non, même si on n'est pas d'accord sur tout, c'est qu'on sait qu'il y a des choses qui sont passées. Des gens sont en prison, oui ou non? Oui, mais on ne va pas en prison en balade. Non, attendez. Qu'est-ce qui amène les gens en prison? Qu'est-ce qui a amené les gens en prison? Est-ce que ce n'est pas des faits? Mouriagua, les gens sont en exil. Parmi ceux qui sont en exil, il y a ceux à qui je suis d'accord qu'il faut demander des comptes. Mais il y a ceux qui sont en exil parce que pour avoir désavoué tel ou tel camp par le passé et compte tenu des représailles, ont dû aller en exil. Ce n'est pas un jeu d'enfant. Et ce n'est pas au Bénin seul que ça se passe. Partout au monde, quand il y a un système et que parfois vous savez très bien que le système se prépare à vous faire subir les représailles, la meilleure option pour vous, c'est de partir d'abord. C'est de détaler. Certains ont détalé, pas forcément parce qu'ils ont mal géré quelque chose. Hein.
Bon, je prends le cas de Valentin Jonathan. C'est parce qu'un document a fuité. Parce que quelqu'un lui a envoyé un document qui devait être un document secret dans l'administration et que lui, on a voulu, il a dû fuir à cause de ça d'abord parce que craignait la prison. C'est un exemple que je donne parmi tant d'autres. Pour dire quoi? Il y a, qu'on le veuille ou non, un certain nombre de choses à régler. Et c'est pourquoi je dis qu'il faut donner le temps de réflexion au chef de l'État. Parce que lui, à proprement parler, quand les autres prennent la parole, il va se dire parfois... Mais vous réclamez la séparation de pouvoir. Attendez, non. Mais séparation de Moi, pouvoir, je ne comprends pas. séparation de pouvoir, séparation de pouvoir donne... Vous réclamez la séparation de pouvoir. Séparation de pouvoir donne plein droit au chef de l'État d'amnistie ou de gracier. Vous savez ça, c'est dans la Constitution. Ce n'est pas moi qui le dis. Oui, je suis complètement d'accord. Donc, dans ce sens-là, en termes d'amnistie ou de grâce présidentielle, il n'y a pas On est en démocratie. Attendez, il n'y a pas question de séparation de pouvoir. À ce niveau, la loi lui donne cette prérogative-là qu'il peut exercer à tout moment. D'accord? Il y a des gens qui sont en exil, vous n'avez pas de représailles, ce n'est pas des gens qui sont poursuivis par la justice. Donc là, je ne lui dis pas d'aller intervenir dans la décision. Il peut demander à ce que ces personnes qui en réalité sont en exil, craignent des représailles, que ces personnes rentrent. Pourquoi pas? C'est possible. C'est pourquoi je dis, donnons-lui le temps de réflexion, parce que quand vous prenez la parole, il va dire, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Qu'est-ce que ce gouvernement est en train de dire? Qu'est-ce que Yaïwouni est en train de dire? Qu'est-ce que Rongoudi est en train de dire? Écoutez, non, moi, je ne me retrouve pas dans ce qu'ils disent là. Bon, je pense que oui, à ce niveau-là, bon, peut-être je peux voir les choses autrement. Parce que je l'ai rappelé hier, il y a la loi qui lui donne cette prérogative d'amnistie ou de gracier, mais en même temps, la 9e et 8e législature a voté une loi, n'oubliez pas, qui lui permet quand même d'annuler les peines de sortir les gens de prison. Cette loi existe là. Donc, il va l'appliquer et il finit. Oui, donc ça veut dire que quoi? C'est qu'en l'État, il a quand même une marge de manœuvre. Et ça ne veut rien dire. Ça n'a aucun lien avec une mission dans le pouvoir judiciaire ou dans d'autres pouvoirs. Mais la loi lui confère un certain nombre de possibilités de faire des choses. Et c'est de ça que je parle pour dire. Donc, donnons-lui le temps. C'est pourquoi je dis que c'est pas tôt. Vous expliquez tout ça. C'est pour ça que je disais que c'est pas tôt, en réalité, d'espérer. C'est pas tard. Il attaque, il s'arrête, il attaque. C'est pas tard d'espérer. Il faut lui donner le temps de réflexion. Il verra peut-être d'ici un mois, 2 mois, pourquoi pas. Peut-être qu'à la veille du 1er août ou au 1er août, il prendra la décision qui s'impose. Pourquoi pas. J'estime que les autres ont pris la parole. Et encore que c'est Rongoudi qui l'a soutenu depuis 2016, qui a été le premier à prendre la parole. Et n'oubliez pas que la deuxième personne qui a pris la parole, c'est Soglo qui a soutenu sa candidature contre Zinsou en 2016 également. Donc, c'est deux personnes... avant que le torchon ne brûle, après le torchon... Non, mais écoutez, qui sont ceux qui ont amené... Je suis d'accord avec vous. C'est Nicolas Soglo, hein. Oui, mais bien après, il est allé là, de l'autre côté avec son logo, il est allé vendre son logo quelque part là-bas, mais après, il est rentré dedans aussi. Lui aussi, il a contribué à ce que les gens... Ce qu'il dit, dénonce lui-même aussi. Il a contribué à ça. Il a contribué à ce qu'il dénonce aussi en partie. Donc, ça veut dire que quoi? C'est deux personnes qui ne sont pas des moindres pour l'avènement de Patrice Talon au pouvoir. Ce n'est pas encore les opposants qui l'ont tassé de tout à un moment donné. C'est pourquoi je dis qu'il a peut-être le temps de réflexion, il prend du recul, examen de conscience, et puis après, il peut sortir une décision. On va écouter Oumar. Oui, pour la cohésion sociale, pour l'entente au Bénin, pour que la politique se fasse, on va dire, dans une odeur de sainteté, ou bien si vous voulez, dans un climat, dans une atmosphère plutôt saine, sans guéguerre, sans qu'on se regarde dans une défaillance. Il n'y a pas de guéguerre, il n'y a pas de guerre non plus. Non, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de guéguerre. Enfin, il n'y a pas de guerre, mais il y a quelquefois de petites querelles. Ça, c'est normal en politique. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? Moi, d'abord, une première chose que peut-être Roland, lui, n'a pas vu, mais que moi, j'ai vu, les propos, les thèmes avec lesquels on revendique, on demande des doléances au président sont assez critiques quand même. C'est assez acerbe, c'est assez dur. Quand vous écoutez, comme on appelle le président Oumbédi ou le président Soglo. Peut-être les gens oublient. Ils ont été clairs et le porte-parole l'avait toujours martelé. Peut-être ils ne disent plus rien maintenant. Le porte-parole du gouvernement avait toujours dit qu'il n'y a pas d'exilés politiques et qu'il n'y a pas de prisonniers politiques. Oui, ils l'ont dit, parce que tous ceux qui sont condamnés ont été condamnés par la justice. Ça dépend de leur mission. Dans ces conditions, de quoi parlent ceux qui dénoncent? Voilà. Donc, ce que je veux vous dire, quoi? Ce que je veux vous dire, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, le président Soglo et le PP, comme l'a dit Roland, le PP Oumbédi, sont dans une logique.
permettre à tout le monde de pouvoir participer de manière libre à la chose politique au Bénin, c'est-à-dire à l'animation de la vie politique, être des gens plutôt libres sans avoir comment on appelle, de soucis quant au fait qu'on peut lui réveiller une affaire derrière. Parce que la plupart du temps, quand on les poursuit, les preuves aussi accompagnent quelquefois. Enfin, il faut le reconnaître, cet aspect-là aussi. Donc ça veut dire quoi? Ils veulent qu'on ne se regarde plus en chien de faïence. C'est leur objectif. Mais dans la forme, moi j'estime que dans la forme, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Quand vous venez dire à quelqu'un, vraiment, tu vas lui dire simplement que bon, il y a un problème avec toi, mais tu commences tout de suite à lui dire, vraiment, c'est trop sale ton comportement, tu agis comme un connard. Enfin, c'est un exemple que je prends. Hein. Mais quand on est trop dur dans les propos, quand on est trop critique dans les propos, l'autre ne vous voit plus forcément en, comment on appelle, en médiateur, en personne qui vient faire une petite doléance. Non, il ne voit plus ça comme ça. Si vous l'attaquez. Voilà, il vous voit en critique du gouvernement, en opposant. C'est ça aussi le problème. Et ça, et réécouter allez réécouter par exemple. N'oubliez pas qui sont les opposants. Voilà. N'oubliez pas. Non, le président me dit, moi je ne sais pas encore s'il est opposant. Non, bon, il n'a pas encore déclaré. Mais quand vous écoutez le propos de la dernière fois, mais c'est exactement les mêmes propos que ceux des démocrates. Il n'y a aucune différence. C'est aussi dur que les démocrates. Ce n'est pas un nouveau personnage pour nous. Voilà, donc on sait à peu près qu'il est. Donc en réalité, ça ne devait pas surprendre. Donc moi je dis, dans les propos, ça peut ne pas pousser le président, comment on appelle, le président Talon à agir dans le sens de ce qu'ils veulent. Parce que la forme n'est pas bonne, moi à mon avis. La forme n'est pas bonne. Si c'est vraiment une doléance qu'ils demandent, la forme n'est pas bonne. Maintenant, en tant que journaliste, si c'est une critique qu'ils font, ils ont le droit de faire des critiques au Bénin. Nous sommes en démocratie. N'importe qui a le droit de dire, OK, je pense que le président Talon, en faisant ceci, pour moi, il n'est pas sur la bonne droite. Parce que nous sommes épris de quoi, tous autant que nous sommes. Nous sommes épris donc comment on appelle, de l'évolution du Bénin, du progrès au Bénin, de la bonne marche des choses au Bénin. Donc, on a le droit de participer également à cette vie politique-là. Donc, ils ont le droit. Ils ont le droit de s'exprimer. Mais ils s'expriment comment? Ça aussi, ça compte. Vous voulez que les exilés reviennent, mais dans les propos, c'est très critique. C'est comme si le gouvernement fait, c'est-à-dire, on parle comme des opposants. Donc l'autre vous considère comme des opposants, il se dit que bon, ils sont dans leur rôle, ils n'ont qu'à jouer leur rôle. Moi, je n'ai pas besoin de les entendre. Maintenant, l'autre chose aussi que Laurent dit qui est très juste et que j'espère que le président Talon va utiliser pour la cohésion sociale, c'est que c'est toutes ces prérogatives-là que lui donne comment on appelle, la Constitution et nos différents tests pour pouvoir, par exemple, gracier certaines personnes. Vous comprenez? Je pense que ça aussi, ça peut ramener un peu plus comment on appelle, de calme dans la manière de faire de la politique chez nous. Et les propos ne seront plus aussi radicaux que ce qu'on a observé ces dernières années. Peut-être que ça peut permettre comment on appelle, de décrisper donc l'atmosphère politique, comme on dit. Est-ce que l'atmosphère est crispée? Est-ce que s'il commence à le faire aussi, on ne va pas commencer... Non mais écoutez, à moins que vous ne soyez pas au Bénin, hein. Moi, je ne suis pas au Bénin. Ah non, à un moment. Non, mais souvenez-vous de tous les épisodes. Oh. Regardez un peu comment on faisait la politique jusqu'en 2016. Regardez un peu comment tout le monde... Le 1er août dernier, il faut le reconnaître. Tous les partis n'étaient pas invités au défilé? Oui, je suis... Qui était absent? Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de... 2019-2021, vous avez oublié tout. Non, mais c'est des propos vous aimez trop le passé. Vous aimez trop le passé lointain. Voilà, donc c'est pour vous dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment, on s'est regardé en chien de faïence. Il faut décrisper l'atmosphère. Ils sont peut-être dans cette logique-là, les deux anciens qui ont parlé. Les deux anciens qui font des doléances, que j'estime que dans la forme, c'est pas vraiment des doléances. Pas catholique, c'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est des critiques, ce n'est pas des doléances. Vous ne voulez pas ajouter assez. Bon, peut-être que c'est assez, mais ils ont le droit quand même de critiquer. C'est des critiques. Voilà, pour moi. Oui, on va finir, oui. Adrien Gbedji est un partenaire. Ou si vous voulez, a été un partenaire. En tout cas, il n'a pas encore dit. Jusque-là, voilà. Jusque-là, considérons-le comme partenaire. Qui salon depuis 2016. Pépé Adrien Gbedji, oui. Et puis, s'il en arrive à parler comme ça, on ne sait pas combien de fois, peut-être en interne. Parce que ça sent très bien qu'en interne, il se parle. C'est possible. D'accord. En toute discrétion, il se parle, il se voit. Donc, et puis, je ne vais même pas considérer Adrien Gbedji. Mais je voulais même nous renvoyer à une image. Laquelle? Quand le chef de l'État a reçu l'ancien président Boniaï à la présidence, on a tous vu l'image, les images. Oui. On a vu les discussions entre les deux. D'accord. Mais après ça, qu'est-ce qui s'est passé? La première fois qu'il l'avait reçu? Non, la dernière fois. Mais qu'est-ce qui s'est passé après ça? Rappelez-vous de ce qu'il a reçu avec son parti. Il a reçu Nicéphore Soglo en son domicile. Il a reçu dans son domicile. Juste après. Vous ne savez pas ce qu'ils se sont dit. En réalité, si Pépé en arrive à prendre la parole publiquement comme ça, je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être que dans leur rencontre privée, ils se disent des choses
Et le monsieur peut-être a intervenu de façon calme pour dire non, il faut faire ci, il faut faire ça. Parce que n'oubliez pas qu'au cours du lancement du livre, le monsieur, tout dernièrement, les membres du gouvernement étaient représentés et tout ça là. Tout le monde était uni. Mais c'est les images qu'on aime voir, ça. Voilà, on a vu ça. Mais si quelques jours après, il en arrive à prendre la parole publiquement et dit ça, je ne peux pas nier peut-être en griffe que en toute décision, ils ne sont pas allés. Et que c'est peut-être parce qu'il a parlé, ils ont parlé, il n'a pas voulu les écouter. D'ailleurs, face au président Boni Yayi, Patrice Talon a été clair par rapport à Ricky Amadou, il n'y a pas question de sortir de prison pour le moment. Donc, il a dit, on a vu les images. La justice donc moi, j'estime que si vous allez dans une discussion ou une négociation de façon douce, calme, et qu'à un moment donné, ça vous dépasse, vous avez la possibilité de porter la voix au plus haut. Là, ce ne sera plus des doléances, vous faites des critiques désormais. Et c'est ce que moi je l'ai dit, ça. Non, c'est ce que je dis. Oui, justement, tout le monde sait que... Vous savez, une médiation, on n'aboutit pas à comment on appelle, à la résolution de la crise du jour au lendemain. Quand vous avez l'oreille du président, mais continuez à lui parler, à lui susurrer les choses. Nous tendons vers 2026, nous tendons vers 2026. Et nous appelons tous, de tout neveu, à ce que tous les Béninois se retrouvent au cours des élections qui viennent pour que ce soit une fête. Et Pépé Soglo, n'oubliez pas qu'au-delà de tout, c'est un père. Et son fils se retrouve dans la situation. Effectivement. Et donc, la douleur du père peut l'amener parfois à prendre la parole et dire là où on ne souhaite pas ce qu'il veut dire. Ça, je ne lui dénie pas ce droit-là. Moi, père, si mon fils est en difficulté, je peux être en mesure d'aller me pointer devant le Capitole pour crier. Là, c'est à Washington. Et la preuve, en parlant, il a cité son fils. Pour vous dire quoi? Pour vous dire que, moi j'estime que véritablement, peut-être qu'ils ont négocié, ça ne marche pas. Aujourd'hui, il est obligé de prendre la parole publiquement pour dire... Mais pour finir, est-ce que c'est cette prise de parole, cette prise de position qui vont régler le problème? Non, voilà. C'est pour ça que j'aurais plus aimé qu'à chaque fois qu'il appelle le président et dit Djalé, président Djalebo, moi je préfère ça que de... Voilà, moi je préfère qu'on continue à parler en coulisses. Puisque vous avez l'oreille directe du monsieur. Les contacts sont là, vous arrivez à vous parler. Non mais continuez. Non mais les problèmes ne se règlent pas du jour au lendemain. Vous n'avez pas envie de parler. Plusieurs fois on a entendu des micros, nos micros à des gens qui ont dit qu'ils ne veulent pas parler. Les problèmes ne se règlent pas du jour au lendemain. Moi je pense, sincèrement, les problèmes ne se règlent pas du jour au lendemain. On peut être opposant à un régime. On peut être opposant à un régime et pouvoir discuter avec ce régime, parler avec ce régime-là, avec des thèmes qui soient des thèmes, on va dire, de conciliation. Prendre la parole publique, c'est un élément pour faire réfléchir. Je vais prendre un exemple. On va finir. Oui, très rapidement. Je vais prendre juste l'exemple de Lionel Zinsou. Lionel Zinsou. Il a fait quoi? Quand on voit, mais il y a quelques sorties qu'il fait autour du choix, lorsqu'il y avait l'activité de Choiseul, quand on a entendu parler, on se pose beaucoup de questions. Quand on le voit en train de recevoir à l'international, un prix a été déçu par non mais attends, je vais jusqu'au bout quand même. Permettez que j'aille jusqu'au bout. Lionel Zinsou qui reçoit un prix au nom du ministre des Finances à l'extérieur. Moi je pense qu'on arrive même quelquefois à se demander, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il est opposant ou bien il est partisan du régime? On se demande. Et finalement, moi je dis, ce monsieur par exemple pour moi, voilà, ça c'est ce qu'on appelle les bons patriotes. Un investisseur, il recherche ses profits partout dans le monde. Écoutez, investisseur est un homme politique aussi au Bénin parce qu'il a été candidat. Donc on se demande finalement, il est de quel camp? Moi je pense qu'il faut qu'à un moment on puisse prendre cette posture-là, la posture de celui qui est là, qui veut juste le bien du pays, qui est prêt à dire du bien ici et du bien de l'autre côté également. Zissou sait que les Béninois l'ont traité de Yovo et par conséquent, il n'a plus rien à cirer avec votre affaire de président. Et donc lui là, en tant qu'investisseur, il prend la parole, il encense le gouvernement si ça l'arrange, parce que ça lui permet de faire des profits avec ses entreprises. Ça, c'est un fait. Au-delà de tout, il faut apprécier ce qu'il a fait, le fait que, oui, Patrice Talon a fait des efforts à la tête du Bénin, je ne le nie pas. Mais pour finir, pour dire que la question de prendre la parole publiquement sur RFI pour parler là, c'est un moyen pour tout acteur de se faire entendre par la communauté internationale. Oui, parce que ça fait fléchir parfois les chefs d'État. Oui, mais écoutez, les autres, ceux qui sont là n'ont pas utilisé ça contre Boni Yayi. On a vu les preuves. Ils l'ont utilisé tout le temps. Ils trouvaient l'occasion d'aller sur RFI pour désavouer Boni Yayi. Et donc, ça marche à bien des égards. Et c'est peut-être que
Pépé Soglo pense que, bon, en le parlant comme ça, peut-être que d'autres nations vont rentrer dans la danse et faire Oui, la France en premier, parce que c'est le moyen d'influence. Je vais finir par une petite blague, comme j'en ai l'habitude. Je remarque que vous avez les mêmes costumes, on vous a distribué les costumes. Ah bon, c'est tellement que oui. Les deux, voilà, on vous a distribué ça. C'est pas exactement les mêmes couleurs. Je remarque que les couleurs proches. Souvent, il y a des coïncidences sur ce plateau. Parfois, on ne se consulte pas et puis on se retrouve dans les mêmes couleurs. Voilà. Merci beaucoup, Laurent Roland-Toneke. Je vous renvoie à vos activités de la journée. Et j'ai deux invités que je vais installer sur ce plateau. Je vais un peu les secouer. Les patriotes. Les secouer un peu. Eux-mêmes, peut-être, ils vont me secouer. Vous allez quand même mesurer leur degré de patriotisme, on va voir. Je vais voir s'ils sont plus patriotes que moi, que vous, que Oumar. Oumar, merci Pourquoi beaucoup. Pas, oui. Merci. Non, je vous en prie, tout le plaisir a été pour moi. Je vous souhaite une agréable journée. Merci infiniment. Prenez soin de vous, faites attention à vous sur nos routes. Merci. Et bonne journée.